Toujours vérifier avant de me filmer si c'est mon bon profil. C'est important, ça. Je veux bien collaborer, là. Il faut quand même que je me mette en avantage. Viens, l'ambulance. Taxi peu discret, dit le petit dictionnaire. Hein, quand on le feuille, là. C'est d'ailleurs dans le film, cette expression-là. Ici, c'est mon quartier. On est à Québec, sur la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. C'est ma petite ville à moi. Je suis chez nous. Je suis Annie Frenette, réalisatrice du film La vie avec un brin de folie du collectif Kiwistiti. Quand l'ONF m'a proposé de travailler avec un organisme communautaire ou en tout cas avec une cause sociale, tout de suite m'est venu en tête Folie Culture parce qu'on est toujours près d'eux.
Et j'ai rencontré Céline, et là, le petit dictionnaire est revenu tout de suite, puis j'ai dit « Ah oui, oh, oui, j'ai le goût de travailler là-dessus. » Désespoir, voir le train au bout du tunnel, et désinstitutionnalisation, grand mot. Je suis Céline Marcotte, je suis directrice de Foliculture. Foliculture, c'est un organisme de sensibilisation, d'information, promotion, prévention aussi en santé mentale. À Foliculture, on a pensé réaliser le petit dictionnaire des idées reçues parce qu'on voulait travailler sur les préjugés en santé mentale. Donc, on a fait une consultation de tous des groupes en santé mentale à travers le Québec. On leur a demandé de nous envoyer des listes de préjugés. Et nous, on a réécrit ces préjugés-là à la manière du petit dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. On en a fait un petit format et on a demandé aussi à l'artiste Sylvie Coton si on pouvait utiliser son Happy Fake qu'on a incorporé à notre dictionnaire. C'est sarcastique, oui. Antidépresseurs qui sont très à la mode. Petite pilule qui donne mauvais goût à la vie quand on oublie de les prendre. Là, je la trouve drôle. Décideur, celui qui déçoit. Donc, avec Céline Marcotte, en faisant le tour des gens qui pouvaient intervenir dans le film pour m'amener encore plus loin dans ma recherche, est arrivé Luc Vigneault, qui est une personne qui fait les conférences et, entre autres, il se base sur le petit dictionnaire des idées reçues sur la folie. Bonjour, je me présente, je suis Luc Vigneault. C'est ça, dis bonjour. Non, pas besoin. Non. Pas besoin, hein, ça, je me nomme puis je pars, tu sais. Je suis intervenant usager à la Maison du Goéland de la Rive-Sud et je suis également co-auteur avec Mme Suzanne Kaou-Cohen du livre Aller-retour au pays de la folie. J'ai le vécu, donc mon travail consiste à aider les gens dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours, à ce qu'on appelle se réapproprier le pouvoir sur leur vie. La neige fond, je vais casser de la glace, ça m'a fait du bien. Good. C'est le fun. C'est excellent. Ben, à plus tard. À plus tard. Bye. Luc, je l'ai rencontré à quelques reprises, quelques téléphones, quelques emails. Il a toujours su m'aiguiller, tu sais, de pas être malin avec le film, puis pas être trop naïf non plus. Donc, de m'éclairer sur la situation réelle, et non pas juste dans les livres, la psychologie, c'est quoi, mais bien sur le terrain. Kiwi City est un collectif, alors nous sommes 4. Il y a 2 musiciens et 2 plus du côté visuel. Pour ce film-là, La vie qu'aimerait une folie, il y a Philippe Arsenault-Bussière qui s'est joint à nous. On a collaboré au dessin. Lui, beaucoup les lignes, l'animation, puis mon côté, c'était plus l'application de couleurs ou de teinte de gris ou de durée timing dans le logiciel qui s'appelle Flash. En fait, Kiwi City, depuis le début, on travaille davantage en animation traditionnelle, donc technique papier, dessin, carton découpé. Et pour ce projet-là, on a fait le grand saut. Il y avait un nouveau défi pour nous de travailler avec un logiciel d'animation. Lui, il a son laptop traditionnel. Puis moi, genre... Voyons, calvaire. Puis la légèreté des documents Flash, et on a même pu travailler par Internet, ce qui était fort utile. Le travail, c'était de prendre le dictionnaire, de choisir des mots, puis d'en faire une histoire. Fait qu'on a décidé d'en faire un pion qui est lancé dans le jeu de la société. La personne atteinte de maladie mentale a à jouer avec des règles, puis les règles qu'on lui dicte. Puis souvent, ça marche pas. Elle n'est pas capable de... Elle fonctionne pas avec ces règles-là. Le jeu de société, c'était facilement... c'est un symbole qui est assez fort de dire « OK, tiens, le petit pion, lui, il va avoir de la misère un peu à évoluer là-dedans. » Le choix d'esthétique de ce film-là, on a discuté longuement pour retourner à l'effet que le petit dictionnaire en tant que tel est très simple, mais un effet, une force incroyable, là. Donc, on s'est retrouvés à se dire, sans faire des dessins naïfs, il fallait avoir une esthétique qui était assez simple et une musique aussi qui était assez simple, qui suivait bien le design et tout ça. Juste la finale, t'es capable de juste faire... Faut plus que ça fasse du typing quand il arrête, tu sais. Attends une minute, je suis curieux d'essayer quelque chose. On fait une loupe de court. Puis de plus court que tu... C'est comme... Je m'appelle Frédéric Lebrasseur. Je suis musicien, compositeur. Et j'ai la chance de travailler avec Philippe Venn, encore une fois, pour vraiment
co-musiquer le tout. Il y a une part d'expérimentation très forte là-dedans. On a fait des réunions, on a rencontré du monde, on a lu sur le sujet, tout ça, on a parlé, on a créé le scénario ensemble, tout ça. Fait qu'on s'est inspiré tout simplement de toutes ces choses-là aussi. Pour dire, on s'est dit aussi, on va essayer de faire une musique fonctionnelle, une musique qui aide à l'histoire. C'est ce qu'on trouvait intéressant, d'aller encore plus, pas dans l'humour nécessairement, mais la caricature un peu. Par exemple, il y a une définition qui est le dilemme, qui est la définition du dilemme, c'est symptômes ou effets secondaires. Le choix que la personne a là, c'est-tu de prendre ses médicaments puis d'avoir les effets secondaires, ou c'est de pas prendre les médicaments puis d'endurer les symptômes de sa maladie. Puis nous autres, une image qu'on a eue pour ça, tout de suite, c'était une hameçon avec une pilule dessus. C'est pas des boîtes de Smarties, là. Ce sont des médicaments psychiatriques, là. Et ça, c'est une fois. Et là, si on descend, là, ici, là, voyez-vous, il y en a aussi pour le dîner. Puis il y en a aussi pour le déjeuner. Donc, la personne consomme énormément de médication. Et moi, j'étais comme ça. On parle de 28 à 32 pilules par jour. C'est un peu ce que les gens entendent. Ils prennent ces pilules, ils prennent ces pilules. Alors qu'on sait très bien que la médication ne guérit pas. La médication vient soulager les souffrances incommensurables que les gens vivent. Ça, c'est important. Donc, la médication a sa place, oui, mais il faut aussi autre chose. Et c'est le autre chose qu'on a de la difficulté dans notre système de santé à mettre en place. Moi, je pense que le problème, il est là. C'est qu'au lieu d'offrir de l'aide humaine aux gens, ben, on prescrit des médicaments. Salut, bonne journée. Salut, bye-bye. Quand je croisais des gens qui me demandaient sur quoi je travaillais, puis j'étais sur un film d'animation, ayant pour sujet préjugés face à la santé mentale, toujours quelqu'un qui me disait « Ah oui, moi, mon frère, ah oui, moi, ma tante, ah oui, moi, mon ami a vécu ça. » ou ça, c'est vraiment... Il y en a tant que ça, tu sais. Donc, pourquoi c'est encore un sujet tabou? Bonne question. Quand tu le vis au quotidien, être surmédicamenté, être stigmatisé, avoir de la misère à marcher, avoir de la misère à bouger, à ne plus sentir le vent sur ta peau, à ne plus avoir de libido, plus de vie sexuelle, ça, quand tu le vis au quotidien, ça amène des souffrances incommensurables, des souffrances énormes. Et à un moment donné, petit à petit, de reprendre possession de tout ça, tu sais, de reprendre du pouvoir sur ta vie, oui, c'est possible, oui, ça se fait. Et pour ça, je pense que ça prend de l'encouragement, ça prend de l'affection. Il faut lui donner un sens à sa vie. Alors donc, oui, il y a moyen de s'en sortir. Et je pense qu'on fait un lien avec le film d'animation. Quand le film d'animation vient susciter, vient essayer d'éveiller ce que les gens peuvent vivre, puis vient essayer d'éveiller aussi que oui, il y a moyen de s'en sortir, mais choisissons nos mots, choisissons la façon qu'on aborde les gens, choisissons les pratiques aussi, comment est-ce qu'on va aider ces personnes-là. Bref, aussi, faisons-le un simple sourire. Ce film-là m'a apporté que quelqu'un qui marche sur la rue, puis qui a un peu de bave, ben, c'est pas parce qu'il est vraiment aliéné, c'est parce que son médicament est trop fort, puis que je peux traverser la rue puis aller lui dire bonjour, comment ça va. Je me défends du plus que je peux, en tout cas, d'avoir un préjugé sur quoi que ce soit qui s'appelle humain puis qui marche dans la rue. C'est ça que ça m'a apporté, ce film-là.
Là, je tiens juste à préciser que là, je suis en train de faire un oiseau, puis ça me fait m'élever moi-même, vous comprenez? L'autre jour, j'en ai perdu mes bras. Fait que là, j'étais allée me chercher quelque chose à commander, de la nourriture, parce que fallait que je redescende. Je m'envole très, très, très haut. Je m'appelle Anne-Claire, je suis la coordonnatrice de l'Atelier de la Mezzanine. L'Atelier de la Mezzanine est un organisme qui est né il y a maintenant 5 ans et qui est né de Foliculture, qui était un organisme de sensibilisation et d'information santé mentale. Foliculture a développé un projet pour ouvrir un atelier d'art réservé aux gens qui vivent ou ont vécu des problèmes de santé mentale. Je dessine les bras. C'est bien. C'est bien de s'éloigner de temps en temps pour voir la forme, pour voir la figure. Comme on voulait un atelier d'art, on a voulu travailler avec des artistes professionnels, pas des ergothérapeutes ou autres. Donc, on est allé chercher des gens dans le milieu qu'on pensait qu'il y avait peut-être une espèce de dynamique à amener à l'intérieur d'un atelier communautaire. Il y a entre autres Georgia Volpe qui travaille ici depuis le début. Ce que je fais ici, c'est essayer d'apporter un peu de mes connaissances en art et de mon expérience, mais aussi d'échanger avec les gens qui travaillent ici, leur propre histoire, leur propre connaissance. J'ai tendance à aller plus fort. À la foncée, oui. Mais là, oublie le foncé. Le foncé viendrait à la fin. Vas-y avec les couleurs plus pâles. Comme ça, tu peux toujours reprendre. J'essaie de favoriser, de proportionner cet espace de complicité, de liberté. C'est important aussi que chacun soit libre de développer son imaginaire. Et il ne faut pas d'inhibition, il faut laisser aller. Il y a 30 personnes, 35 personnes. Il n'y a pas personne qui fait un travail qui est semblable à l'autre ici. Ça, c'est un transfert d'image sur un soir. Puis moi, je vais transférer le transfert du soir sur un chandail. C'est comme actualiser ça. C'est un fer à repasser, mais du futur, télécommandé. Puis là, bien, elle assassine ses tracas. Hein. C'est ça qu'elle fait. Il y a beaucoup de cynisme aussi là-dedans d'un personnage. Cette femme-là ici, là, en fait, elle a l'air bien démoniaque, mais c'est une femme que j'ai prise dans une revue des années 60, elle jouait du piano. Elle, c'est de la pin-up angoissée des années 70, avec la petite révolutionnaire des années 2000, là, qui protestait contre le sommet des Amériques. J'aime qu'on puisse réfléchir et en même temps trouver ça beau. Si je suis dur à intégrer dans cette société-là, bien, je vais faire ce que je suis capable de faire. Je ne mettrai pas juste l'accent sur mes limites, je vais mettre l'accent sur mes capacités. Je me dis que je vais trouver le salut dans ça. Quand je suis arrivée lundi, la largeur de la ceinture passait dans ma cage de poule. J'ai dit, il y a quelque chose qui va être créé. Alors, c'est ça, on imagine un petit garçon avec sa maman dans une forêt. Et puis, à un moment donné, il perd sa maman. Alors, c'est ce que le petit garçon imagine, un tronc d'arbre. C'est tellement laid, mais c'est beau. C'est tellement laid que c'est beau. C'est comme un rêve de voir ce que fait l'autre, d'être initié à l'approche de ce que l'autre peut nous partager de sa création. Les premières toiles que je faisais, c'était des toiles, toutes des petits tons pastels, là, puis j'étais tout effacée, mais à un moment donné, j'ai commencé à oser mettre de la couleur, oser mettre des formes, oser mettre des taches, oser faire des coups de pinceau que j'aurais pas pensé, puis oser, ça m'a aidé aussi à oser dans la vie, à prendre ma place. Je prenais ma place sur la toile, j'ai pris plus ma place dans mon quotidien, dans ma vie. Une erreur sur une toile, pour moi, c'est pas grave, mais ça m'apprend qu'une erreur dans la vie, c'est peut-être pas toujours grave. Il y a moyen de composer avec, il y a moyen d'arranger ça à son avantage. Puis, quand même, ce sera un chaos qui sortira. Un chaos, c'est aussi un langage. Quand c'est trop chaotique dans ma vie, je trouve ça le fun, la peinture, parce que ça a une grandeur, ça a des limites, c'est limité à la toile, puis ça fait que ça prend pas toute la place dans la vie, ça prend une partie avec des limites autour.
Des fois, moi, j'ai vu des affaires dans des toiles, puis d'autres voyaient des affaires complètement différentes, mais moi, on y voit toujours quelque chose dans mes toiles. Des fois, c'est pas évident, des fois, c'est pas toute la même chose que je vois, mais moi, on y voit des choses dans mes toiles, puis je trouve ça intéressant. Puis comme j'ai un petit peu de misère à aborder le monde, bien, ça donne un prétexte pour aborder le monde. Ça nous permet d'être ensemble, parce qu'on n'est pas dehors. Hein? Et nous, on est ensemble parce qu'on est liés par quelque chose de profond. Ça, c'est important de ne pas se sentir tout seul. Parce que c'est ça qui est souvent pénible à vivre quand tu sais que tu es victime de tes propres pensées à propos de la santé mentale et ses problèmes. Là. Tu te sens moins tout seul. Là. Parce que la solitude, ça tue. José. Ça va, José? Oui. T'as de l'air d'avoir fret? T'as de l'air d'avoir froid? C'est le printemps? On est ici pour créer, mais on sait quand même qu'un et l'autre souffrent d'une maladie de santé mentale, donc on sent, il y a comme un esprit d'appartenance que je ressens aussi, que je vis quand je viens ici. Je sens que c'est une famille. Mettons, tu mettrais un autre rocher, mais plus loin, qu'on ait l'impression qu'il y a une certaine perspective en même temps. C'est une roche là, sans qu'il y ait nécessairement quelque chose. Je veux pas vraiment. Si je mets l'autre roche, c'est pas vraiment. Je veux pas d'obstacle dans le ciel. Je veux plus qu'elle s'appuie sur la roche, mais je voudrais pas qu'il y en ait un autre roche. Ça crée comme une espèce de milieu de vie autour de l'art. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a beau être dans un milieu de santé mentale, ça se sent pas. On le sent pas ici, parce que dans le fond, les gens partagent plus un espèce de potentiel positif qui est plutôt leur intérêt pour l'art. Ça, c'est un tableau inspiré de Rothko, la peinture de Rothko. C'est dans une période où j'utilisais des formes de tubes en carton pour faire des pochoirs, puis dessiner des formes rondes. J'avais vu, comme dans un rêve, un peu dans mon subconscient, la forme du J, avec toutes les couleurs. Pour moi, l'art qu'on fait ici, c'est pas de l'art thérapeutique, c'est vraiment de l'art au sens large, là, au sens pur aussi. On ne peut pas associer quelqu'un ici, bon, il y a un problème de santé mentale, il fait de l'art, il expose un tableau, puis là, tu reconnais le nom, puis il y a un problème de santé mentale. Non, il fait de la peinture, ou il fait de la sculpture, ou il fait de la photo, cette personne-là. Cette personne-là n'a pas nécessairement en premier lieu un problème de santé mentale. Ça consiste à projeter de la couleur au sol, c'est de l'action painting, la peinture gestuelle. Même dans l'histoire de l'art contemporain, ça a déjà été traité d'art informel aussi. Là. Ici, j'ai quand même la chance d'avoir du matériel de qualité gratuitement, les toiles aussi, les pinceaux, tout ce qu'il faut en fait pour faire de la peinture, là, puis même faire de la meilleure peinture. J'en profite pendant que c'est le temps pour faire une production quand même qui s'en vient de plus en plus importante avec les années, qui va peut-être me permettre éventuellement de faire un travail sur un portfolio professionnel. Évidemment, on peut considérer ça comme l'art thérapeutique. Mais j'en fais pas souvent. Je viens de projeter mon avenir, mais je disais en 2004 je serais multimillionnaire. Je m'ai trompé un peu. 2005, 2006 ou 2007. En gros, tu donnes du jus pas mal, là? Je me donne du jeu. Ouais, moi, je suis en train de faire probablement 2 danseurs dans un monde imaginaire cosmique. Dans le cosmos un peu, puis avec une sorte de bébite. Puis moi, tout structuré ça tranquillement. Mon nom, c'est Serge Surnaturel Demers. J'ai à l'atelier La Mezzanine depuis 2001, le 7 janvier 2001. Depuis 5 ans, je fais de la peinture, j'ai à peu près environ 2500 à 3500 heures. Puis c'est pas tous des chefs-d'œuvre, mais j'aime la couleur, j'aime tout ce qui touche à l'imaginaire. J'aime faire comme des personnages fragmentés, en fragments. J'aime ça, dire comme en pièces détachées. Là. J'aime ça. J'ai beaucoup d'imagination, donc ça m'aide énormément. La santé mentale, c'est pas facile. Mais il faut l'accepter. C'est une bonne façon, une belle philosophie de la vie. Je souhaite longue vie, c'est sûr, à l'atelier parce qu'il y a des moments absolument merveilleux
dont le souvenir reste au fil des années, qui sont inspirants, puis qui sont sublimes, là. C'est pas mal ça que je voulais dire. Denis, bonne fin de semaine. Jackie, bonne fin de semaine. Anne-Claire, bonne fin de semaine. Dominique, bonne fin de semaine. François, bonne fin de semaine. Henri, bonne fin de semaine. Et je me souhaite bonne fin de semaine à mon Ah, ben c'est ça. Surnaturel fin de semaine. C'est ça que je me demandais, là. Je dis, il oublie le principal.